Bonjour, bon après-midi ou bonsoir à tous et bienvenue dans le podcast de La Niche Aventure. Je suis Claire et je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode du podcast. Dans la vie, je suis éducatrice comportementaliste canin et créatrice de contenu sur internet. Et ma mission, c'est d'aider un maximum de monde à comprendre son chien. Toutes les 2 semaines, je vous partage ici mes conversations avec des personnes passionnées autour des divers sujets du monde canin. Mes invités viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'ils ont vécues avec leurs chiens, leurs réussites, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées. Juste avant de lancer cet épisode, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner, à laisser 5 étoiles et un commentaire sympa sur l'émission dans votre appli de podcast préféré pour m'aider à faire connaître mon travail au plus grand nombre. Pour encore plus de découvertes, de conseils et d'inspiration, je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter en barre d'informations de cet épisode. Et sans plus attendre, je suis ravie de vous partager aujourd'hui ma conversation avec Alice Mignot. Alice est docteure en éthologie et l'auteure du podcast Dans la tête des chiens. Dans cette discussion, elle nous raconte son parcours avec Elliot et Bocuse et revient sur son sujet de prédilection, la vulgarisation scientifique. De ses propres recherches à son approche, Alice nous partage ses meilleurs conseils pour enrichir notre connaissance et notre pratique des données scientifiques en constante évolution. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtiez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Alice. Salut Alice. Salut Claire. Tu vas bien? Ça va et toi? Oui, ça va, merci. Je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode. Merci de m'accueillir. On va commencer par les présentations. Qui es-tu Alice? Je m'appelle Alice Mignot, j'ai présentement 28 ans et je suis psychologue clinicienne, docteur en éthologie et en anthropologie, depuis peu. C'est tout, non, sur moi? C'est déjà pas mal. Ouais. Et j'ai un podcast de vulgarisation scientifique et un blog aussi de vulgarisation scientifique sur le comportement du chien. Nous allons en parler. Est-ce que tu peux nous présenter ton chien? Oui. Actuellement, je vis avec Bocuse, qui est un berger créole, qui a 2 ans et demi et que j'ai adopté à 1 an. C'est un chien qui vient de Guadeloupe, qui a été trouvé dans la rue et que j'ai adopté plus ou moins sur un coup de tête. À l'époque, je vivais encore avec Elliot, qui n'allait pas du tout bien. Et je savais qu'il fallait que j'adopte un chien avant qu'il meure. Et je voulais absolument un staff, croisé staff, mais j'ai pas vraiment trouvé. Et un jour, j'ai accompagné ma copine Eline adopter sa créole. Et j'ai fait l'erreur, ou je ne sais pas si c'est une erreur ou c'est bien, mais de demander si on avait un qui était OK chat pour pouvoir cohabiter avec Jean-Michel. Et du coup, elle m'a montré Bocuse, qui est un berger créole, mais qui ressemble totalement à un croisé staff. Ouais. Et gros coup de cœur sur cette petite bête. Donc c'était plus ou moins un coup de tête. C'était un peu réfléchi, mais pas trop. C'est chouette comme histoire. Ouais. Je ne la connaissais pas. Avant de reparler plus de Bocuse et de tout ça, je voulais revenir un peu sur ton expérience, toi, avec les chiens. Est-ce que tu as toujours grandi avec des chiens ou est-ce que c'est venu plus sur le tard? Comment ça s'est fait pour toi? Alors, moi, j'ai pas du tout grandi avec des chiens, tout simplement parce que j'habitais à Paris et que mes parents étaient très... jamais de chien en appartement, donc j'ai grandi avec des chats. Et ma seule expérience de petite avec des chiens, c'était pas hyper positif. Je me suis fait mordre assez jeune, parce que je suis allée embêter un chien qui dormait, alors qu'on m'avait dit 1000 fois de pas embêter le chien qui dormait. Donc voilà. Et par contre, sinon, j'étais déjà petite une folle aux chiens. J'avais tous les livres sur les races, les standards. Je connaissais les 250 races de chiens par cœur. Enfin, voilà. Et en fait, il a fallu que j'attende mes 17 ans pour que mon père craque enfin et qu'on adopte un chien. Trop bien. Donc Elliot, du coup? Ouais. Du coup, Elliot, que nous avons adopté en animalerie. Voilà, une grosse erreur, mais on a eu beaucoup de chance. Du coup, j'ai eu Elliot à 17 ans, sans rien y connaître en chien à ce moment-là, à part ce que j'avais lu dans des livres de très grande qualité qui étaient disponibles à ce moment-là. Donc Elliot, c'était un bulldog français, c'est ça? Ouais, bulldog français, évidemment non lof, non standard. Et voilà, donc d'animalerie qui vient d'un élevage qui produit 15 races à la mode en même temps. Et voilà, et on est parti pour prendre une femelle noire. On est reparti avec Elliot, qui était un mâle caille fauve, et qui était le plus chiant de la portée d'ailleurs, parce que du coup, ils étaient 3. Et Elliot, c'était le plus bruyant, celui qui courait partout.
Et en fait, on a eu un gros coup de cœur sur lui. On est allé signer les papiers, je crois, le lendemain. Et en fait, Elliot était tout sauf bruyant et chiant quand il était dans un espace avec un enrichissement conséquent. Donc, tu as eu Elliot quand tu avais 17 ans. Ouais. Tu étais encore au lycée à ce moment-là. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours universitaire qui t'a mené jusqu'à loin? Comment ça s'est fait et comment le lien avec les animaux s'est fait? Alors, histoire très très drôle, j'étais nulle à l'école à ce moment-là. Et mes parents m'avaient dit que si j'avais pas mon bac, j'aurais le droit de faire ma formation d'éducateur canin. Et si j'avais mon bac, j'étais obligée, entre guillemets, de faire des études. Il se trouve que j'ai eu mon bac à 10,05, donc j'étais très déçue. Et le seul endroit où j'ai été prise, du coup, c'était psycho, parce que c'est l'endroit où tout le monde va quand on n'a rien à faire. Et en fait, j'ai adoré la psycho. Je me suis spécialisée en psychiatrie adulte et addicto. Et j'ai vraiment adoré, j'avais des super notes, sauf que en sortant de psycho, je me suis dit, en fait, j'ai toujours envie de travailler avec des animaux. Du coup, j'ai fait un diplôme universitaire sur les relations animales. J'ai fait une formation privée en médiation animale. Et après, je me suis lancée dans une thèse, du coup, dans 2 universités différentes. Ok, raconte-nous. On va embrayer directement sur pourquoi j'ai fait cette thèse, parce que tout vient de là. Ouais. Du coup, je vivais avec Elliot. J'avais déjà mon blog depuis 4-5 ans, je pense. Donc, je commençais un peu à m'y connaître en bien-être du chien. Ouais. Et en fait, je me suis très vite dit, mais si je travaille en médiation animale avec Elliot, je suis pas sûre qu'il kiffe ça, quoi. Parce qu'Elliot, c'était un amour de chien, le chien parfait que je pouvais emmener partout, mais il aimait pas trop le contact avec les humains. Bon, enfin, un peu comme tous les chiens, particulièrement pas les hommes qui parlent fort, etc. Et en psychiatrie adulte, malheureusement, c'est un peu le lot. Et du coup, en fait, je me suis dit, pourquoi pas faire une thèse ? Voilà, c'était un peu... Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi gros. Et du coup, j'ai commencé ma thèse à l'université de Liège avec Véronique Servet, du coup, qui est une des seules spécialistes des relations hommes-animales. Et qu'en Belgique, on n'est pas obligé d'être payé pour faire une thèse. Et du coup, c'était le bon plan pour moi, vu que j'avais pas encore de financement. Et en fait, j'ai commencé ma thèse, je sais même plus en quelle année, mais en fait, 6 mois plus tard, je me suis rendu compte que c'était impossible de faire une thèse et de travailler en restauration à côté. À ce moment-là, j'ai contacté à peu près tous les gens que je ne connaissais pas dans le milieu canin. Et il se trouve que je suis tombée sur Thierry Bedossa, qui a organisé une conférence à Nanterre qui s'appelait L'Animal en marche, et qui m'a proposé de présenter ma thèse pour chercher un financement. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai fait donc cette présentation à une conférence devant 300 personnes. et j'ai du coup l'entreprise qui m'a financée, qui est venue me voir à la fin. Et ça a été quelques mois de négociation. Et au final, on a commencé ce financement. Il fallait trouver une université en France. Donc, je me suis tournée vers Gérard Leboucher, qui n'est pas du tout spécialisé dans le chien, mais qui avait déjà eu Sarah Janin avant, donc qui avait travaillé sur le Pet Directed Speech. Donc, ça l'intéressait un peu. Et voilà, et on s'est lancé dans cette aventure en octobre 2018, je crois. Et voilà. Et après, on a eu 4 ans et demi de thèse. Waouh. Ouais. Donc, en fait, c'est intéressant parce que du coup, tu as rallié le monde animal en passant par la psycho humaine et en te dirigeant du coup plutôt vers la médiation. C'est ça ? Par la médiation animale. Ouais. C'était ça le projet à la base, tu voulais faire de la médiation animale ? Ouais, totalement. À la base, en fait, je me suis dit, je veux pas être psy toute seule. Ouais. Parce que déjà, c'est impressionnant d'être psy tout seul. Et que dans des populations où il peut y avoir des troubles du comportement, des gens un peu violents, etc., c'est plus rassurant d'avoir un chien. Et souvent, ça calme les gens. Ça les calme pas dans le sens où ils se disent, si je bouge, je vais me faire bouffer, mais ça les apaise, quoi. Et du coup, vu que j'avais vu ça en stage, je me suis dit, ouais, je me vois pas être psy toute seule. Par contre, je me vois vachement être psy avec mon chien à côté. Et voilà. Et du coup, je voulais vraiment faire de la médiation animale. Et maintenant, je me suis rendu compte que je n'étais pas non plus faite pour ça. Ce qu'on appelle la thérapie assistée par l'animal aussi, c'est ça ? Ouais. C'est chouette comme parcours. Et du coup, parle-nous alors de ta thèse. Tu as fait ta thèse sur quel sujet précisément pendant 4 ans et demi ? Du coup, j'ai fait vraiment ma thèse spécifiquement sur le bien-être du chien en médiation animale. Alors, il faut savoir que dans la recherche, c'est très bien vu de standardiser, de voir exactement la même chose plusieurs fois pour pouvoir dire si on a des différences.
Sauf que la médiation animale, je trouve que ça rentre pas dans ce cadre parce que on a de l'humain qui va pas très bien d'un côté, un binôme humain-chien qui va jamais se comporter de la même façon de l'autre. Du coup, moi, mon but, c'était d'étudier la médiation animale et la réalité de ce que c'est pour pouvoir dégager des facteurs de risque pour le bien-être des chiens. J'ai fait 2 études pour ma thèse. J'ai fait une première étude qui était un questionnaire en ligne qui s'adressait aux intervenants dans le but de savoir, eux, comment ils voyaient la médiation animale, comment ils voyaient le bien-être du chien dans cette pratique, qu'est-ce qui manquait. Et ensuite, c'était une étude de terrain pour aller voir différentes séances de médiation animale et voir si, effectivement, on avait des signaux de stress qui revenaient dans certaines situations, des comportements inappropriés de certains humains. Plus spécifiquement, étudier les interactions entre les humains et les chiens dans une pratique où on a des humains qui vont pas forcément aller bien et voir si, en fait, les 3/4 des chiens vivent ça très bien ou si, effectivement, on a des situations un peu stressantes. Et bon, j'avais un échantillon très, très biaisé quand même parce que en disant aux gens que je venais regarder le bien-être de leur chien, j'ai quand même des gens qui s'occupaient très, très bien de leur chien et qui étaient au courant des signaux d'apaisement, de la marge de contrôle, etc. Mais j'ai quand même eu du stress, particulièrement avec les comportements qui peuvent être directement menaçants ou perçus comme menaçants par le chien. Donc tout ce qui va être cris et gestes brusques qui vont être assez typiques dans certaines maladies, particulièrement chez les enfants. Et en fait, tout ce qui va être câlin, maintenir le chien, l'empêcher de partir, qui sont des comportements qu'on a nous-mêmes avec nos chiens de compagnie, qu'on voit assez souvent. Et en médiation animale, vraiment, c'est ces petites interactions qui peuvent stresser le chien. Et qui m'ont aussi montré que je ne voulais pas emmener mes chiens là-dedans, parce que mes chiens n'aiment déjà pas ça dans la vie quotidienne. Donc, encore moins en médiation animale. Ok, mais c'est hyper intéressant. Du coup, aujourd'hui, tu es docteur en éthologie, c'est ça ? Ouais. Ta thèse a fait de toi un docteur en éthologie. Ouais, le 1er avril 2022. Ah là là, c'est une belle date en plus. Du coup, je voulais parler un peu d'éthologie avec toi. Est-ce que tu peux nous définir ce que c'est que l'éthologie ? Parce qu'on entend beaucoup, beaucoup parler quand on parle de comportement canin et quand on parle d'éducation. Mais en vérité, ça peut être un peu flou. Ouais, alors il faut savoir que même dans le monde de l'éthologie, on a plusieurs définitions. Mais pour faire la définition la plus simple, et moi celle que je trouve la plus logique, c'est que l'éthologie, c'est une discipline scientifique qui s'intéresse à étudier le comportement des animaux humains et non humains. Et donc, nous, en tant qu'éthologues, on va aller observer le comportement pour faire des conclusions sur des choses qu'on cherche. Donc ça peut être extrêmement large. Je crois qu'on différencie l'éthologie clinique de l'éthologie appliquée. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler ? Est-ce que étudier le comportement, ça veut forcément dire être dans un laboratoire ou au contraire être en milieu naturel ? Qu'est-ce qu'on fait des animaux de compagnie qui ne sont ni dans l'un ni dans l'autre ? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces différences-là ? Ouais, alors moi quand j'ai commencé à connaître l'éthologie, je voyais juste l'éthologue qui va étudier des primates dans la faune. J'ai vite compris que je n'allais pas du tout faire ça. Et que le milieu naturel du chien, c'est le milieu humain aujourd'hui. Enfin en tout cas pour nos chiens occidentaux. Et il y a effectivement des éthologues qui vont faire des études dans des laboratoires, donc de façon très standardisée, avec un groupe contrôle et un groupe expérimental. Et on va voir est-ce qu'il y a des effets selon des modifications de mini-conditions qu'on peut avoir dedans. Donc il y a vachement ça en ce moment, sur l'olfaction chez le chien, voir ce que le chien peut sentir ou pas, est-ce qu'on a des différences selon les races. Et on a l'autre partie qui est quand même peu développée, en tout cas pour les chiens, qui va être de constater quelque chose chez les chiens et de se dire ok, on va l'étudier, on va voir pourquoi c'est là et est-ce que c'est souvent là. Et donc là-dessus, par exemple, en éthologie appliquée, dans le milieu francophone, mais l'étude est écrite en anglais, on avait une étude sur la différence entre méthode positive et coercitive, où ces 2 nanas chercheuses qui sont allées directement au club canin faire des analyses comportementales des signaux de stress. Et donc voilà, en fait, en éthologie, tu fais un peu ce que tu veux à partir du moment où tu vas quand même faire des mesures du comportement. Tu te bases pas sur rien non plus. Enfin, faut savoir que tout ce qui sort en éthologie, c'est des comportements qui sont validés scientifiquement pour indiquer telle ou telle chose. Donc, par exemple, les signaux de stress, appelés aussi signaux d'apaisement, c'est pas dans la tête des éducants positifs, c'est validé vraiment scientifiquement depuis 1997.
Et voilà. Et nous, du coup, on va se baser sur ces comportements et voir est-ce qu'on les voit. Et après, tu as tout ce qui est justement les éthologues. Là, j'étais à une conf où le type, il était allé observer du coup des hippopotames et voir comment l'hippopotame maintient l'ennemi loin. Donc, il faut savoir que c'est en remuant sa queue et en balançant son caca partout. C'est assez impressionnant. Mais voilà, eux, du coup, ils vont aller voir des comportements et essayer d'en faire des conclusions sur qu'est-ce que ça veut dire, par exemple. Et ce qui est aussi hyper intéressant, du coup, et ce dont on a besoin pour nos animaux de compagnie, parce qu'il y a encore des comportements, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Enfin, je sais pas, il y a 5 ans, tout le monde pensait qu'un chien qui remue la queue, il est super content. Et aujourd'hui, on commence à se rendre compte que c'est juste une excitation physiologique qui peut être positive, mais qui peut aussi indiquer un départ assez fort sur nous ou sur un autre chien. Donc voilà, l'éthologie, c'est un peu tout ça. Et du coup, d'un côté, on a les labos, et de l'autre côté, on a ceux un peu comme moi qui vont se dire « Ok, j'ai vu tel comportement, ça m'intéresse, je vais aller voir sur le terrain. » Ok. C'est hyper intéressant et c'est vrai que ça me tenait à cœur de parler d'éthologie sur le podcast parce que on le place souvent sans vraiment sans vraiment le définir et comprendre ce que ça veut dire. Mais je pense que c'est vraiment hyper intéressant quand on commence à s'intéresser au comportement canin et à l'éducation canine parce qu'en fait, tout se base là-dessus et tout doit se baser là-dessus, sur tous les travaux scientifiques qui sont faits. Et tu en as fait une mission pour toi, d'arriver à faire passer cette information de par ton blog et ton podcast. Qu'est-ce qui t'a donné envie de justement faire redescendre un peu cette information parce que le monde scientifique est un peu à part de la vie civile et des gens lambda. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? En fait, de base, j'ai commencé mon blog parce que quand j'ai adopté Elliot, on m'a donné 6500 conseils sur Internet, tous plus pourris les uns que les autres. Et je me suis dit, il faut un endroit où je vais moi-même regrouper tout ce qui m'intéresse. Et donc, à la base, c'était un blog plutôt pour moi, qui est devenu un blog qui marche. Mais mon but, c'était vraiment de réunir ça. Et en fait, en commençant à m'intéresser au comportement canin, je suis tombée sur le blog de Charlotte Duranton, qu'elle n'a plus, et c'était Ethodog. Et en fait, dans Ethodog, elle faisait de la vulgarisation scientifique. Et entre autres, elle parlait vachement de la hiérarchie, qui n'existe pas en interspécifique ni en intra. Et du coup, j'ai trouvé ça super intéressant. Et vu que j'ai fait un master clinique recherche, je commençais à lire des études scientifiques à ce moment-là. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point c'est inaccessible de lire une étude scientifique quand tu n'es pas dans le domaine. Déjà parce que tout est en anglais. Et aussi parce que les scientifiques ont tendance à employer un langage très spécifique à la science qui n'est pas accessible à tout le monde et qui est plutôt vraiment chiant à lire, en fait. Et du coup, dans ce podcast, moi, ce que je voulais vraiment, c'était de me dire, OK, en 15 minutes, 15-20 minutes, je vais transmettre ce que moi, j'ai mis 15 heures à lire et d'une façon où ça va être accessible même aux gens qui n'ont pas spécialement fait d'études ou qui parlent pas anglais ou qui n'ont pas envie de lire une étude. Mon autre motivation, c'était que, sous couvert d'utiliser le mot éthologie, il y a beaucoup d'éducs canins qui ne sont pas du tout éthologues, qui commencent à mettre éducation canine éthologique sur des méthodes totalement coercitives, qui utilisent des colliers étrangleurs, qui utilisent de la punition positive, alors qu'en éthologie, ça a été prouvé que ça ne marche pas comme ça. Et du coup, je voulais un peu remettre les points sur les i. Et les barres sur les T. Et les barres sur les T. Et l'église au milieu du village, c'est très important. Et justement, recadrer un peu ça, parce qu'en fait, on se rend compte, mettre le mot éthologie influe beaucoup les gens. C'est comme veto, en fait. Et du coup, les gens vont avoir tendance à croire ce qu'on leur dit si on met le mot éthologique derrière. Donc, je voulais vraiment revenir sur l'éthologie, c'est ça. Dans les études, on a ça. Et on n'a en aucun cas de la punition positive, de la dominance, de l'alpha-rôle, etc. Un chien, ça fonctionne pas du tout comme ça, quoi. Ok. Du coup, je voudrais revenir un peu avec toi sur ce qu'est une étude scientifique. Ouais. Parce que je pense que là aussi, il y a beaucoup de méconnaissances véritables sur ce qu'est une étude scientifique et à quel point c'est complexe à lire et à trouver. Est-ce que tu peux revenir un peu là-dessus ? Ouais, alors du coup, une étude scientifique, soit on va partir d'une hypothèse et on va chercher à la valider, soit on va partir de rien et notre but, ça va être de faire une hypothèse. Quoi qu'il se passe, quand on est un bon chercheur, on passe très longtemps la tête plongée dans des articles scientifiques, voir ce que les autres gens ont fait avant nous, dans notre domaine, mais aussi d'une façon extrêmement large,
pour savoir en fait vers où aller et vers où ne pas aller. Donc typiquement, voilà, un chercheur qui va dire moi j'ai jamais rien trouvé là-dessus, on va éviter d'utiliser sa méthode 50 fois parce qu'on sait déjà que ça marche pas. Après ça, du coup, on va avoir un plan de recherche. Donc on va voir comment est-ce qu'on va récolter des données qui vont répondre à notre question ou nous permettre de formuler une question. On va aller sur le terrain. Donc là, on va aller récolter des données. Ensuite, on va analyser ces données. On va avoir donc des résultats. Et à la fin, le but, le goal ultime un peu de la recherche, c'est quand même de publier sous forme d'article scientifique. Et donc c'est pour ça que quand vous trouvez un article scientifique, en fait, c'est très logique. Il y a l'introduction, donc qui va être tout le contexte de la recherche, donc notre bibliographie, la méthode, donc notre plan de recherche, les résultats de façon brute, donc notre analyse de données, et la discussion qui va être du coup la mise en lien avec ce qu'on a trouvé et pourquoi c'est pertinent par rapport à ce qui existait déjà. Ok. Et du coup, lire une étude, c'est pas donné à tout le monde. Moi, j'adore ça, mais je sais que la plupart des gens trouvent ça absolument horrible. Et je conseille souvent aux gens de ne pas lire d'études scientifiques sans avoir dans la tête que une étude, par exemple, de 1995 peut ne pas être valide à l'heure actuelle, par exemple, comme l'étude sur les loups captifs où on parlait d'hiérarchie et hiérarchie qui peut s'exporter aux chiens, etc. Il faut toujours lire une étude et voir au jour d'aujourd'hui qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qui a été dit sur ce sujet. Et en fait, la science, ça peut bouger. Alors, désolée pour les coercitifs, mais ça bouge dans le sens d'une méthode d'éducation bienveillante pour respecter le bien-être du chien, mais aussi pour avoir un chien obéissant. Mais voilà, il faut se dire que la recherche, ça bouge et que, effectivement, on a des articles qui datent encore de 2010 qui ont parlé d'un chien dominant. Mais par exemple, c'est pas pour ça qu'en 2022, on utilisera aussi ce terme. Oui, ok. Oui, tu as soulevé un point important, c'est à quel point il est primordial de toujours remettre l'étude dans son contexte, dans l'année où elle a été publiée, et ce qui l'entourait à ce moment-là. Ouais. Mais c'est aussi important de voir qui a écrit l'article, parce que même dans le milieu scientifique, il y a plusieurs écoles et il faut voir ce qui motive les gens à écrire des recherches. Typiquement, là, j'avais été critiquée par un mec qui m'avait cité une étude en me disant « Ah oui, mais cette étude, elle parle de dominance, etc. » Mais alors, désolée pour les doctorants, hein, je suis passée par là aussi. C'était une étude d'un thésard qui est sorti du milieu de la recherche. Donc, en fait, c'était lui, les mots qu'il employait pendant sa recherche. Ce serait pas forcément été un grand chercheur qui aurait publié ça, quoi. Et c'est pour ça qu'il faut aussi regarder qu'est-ce qui motive les chercheurs. Typiquement, dans le milieu de la croquette, regardez qui finance les recherches qui sortent. Parce que quand tout le monde dit que la croquette c'est horrible et que c'est une entreprise de barf qui l'a financée, ça pose question. Et à l'inverse, c'est les grosses entreprises de croquettes qui financent les recherches qui peuvent dire que le barf c'est horrible. Donc voilà, ça peut aussi s'exporter un peu partout dans tous les domaines de la science, quoi. Oui, c'est clair. Comment tu as découvert que tu aimais ce monde scientifique et que tu avais envie d'y entrer? Parce que pour avoir fait un master aussi et des études universitaires, on peut s'en rapprocher un peu, mais je trouve qu'il y a quand même une barrière à un moment donné que tu passes ou pas qui te fait un peu rentrer dans ce monde scientifique, d'aller vraiment approfondir le truc et d'être vraiment dedans. Qu'est-ce qui a fait qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans? Je pense que dans la recherche, on a tous des personnalités un peu particulières. Pour dire ça gentiment. Mais moi, par exemple, quand je suis obsédée par un sujet, il faut que je sache tout. Et du coup, moi, les chiens, c'était mon sujet quand j'étais petite, du coup, à travers les livres des 250 races. Mais en fait, quand j'ai vraiment découvert le chien, j'ai eu la même chose de je veux lire toutes les recherches, je veux savoir ce que tout le monde pense. Et ouais, je veux vraiment connaître ce sujet sur le bout des doigts. Et ce que je trouve hyper intéressant dans le monde scientifique, c'est que entre scientifiques, on se donne des connaissances et du coup, on n'est pas tous obligés de faire une recherche pour avoir la réponse à une question. Et moi, il y a des gens que j'adore lire, alors qui écrivent très scientifiquement, donc c'est assez insupportable. Mais j'adore leur sujet de recherche. Alors, j'ai aucun nom qui me vient en tête forcément à ce moment-là. Mais ouais, des gens où dès que je vois qu'ils publient une recherche, je vais voir ce qu'ils ont fait et j'ai vraiment développé une petite obsession pour ça. Et je sais que parfois, je peux passer plusieurs heures à lire des articles scientifiques de façon presque pathologique. Parce qu'en fait, quand tu lis un article,
on va te citer une autre étude que t'as pas encore lue, et tu vas lire cette étude, et en fait, c'est sans fin. Et moi, j'ai 40 onglets Google ouverts en même temps, par exemple. Et j'adore ça. Et c'est vrai que en psycho, j'avais déjà bien aimé faire un mémoire, justement la démarche de lire beaucoup, de faire un plan d'expérimentation et d'avoir des données, en fait, parce que en soi, tout le monde peut faire une recherche scientifique. Pour moi, c'est juste une question de motivation. Et je comprends que tout le monde n'ait pas cette motivation. Oui, c'est vrai que dans le mémoire, il y a un peu cet aspect-là que j'avais bien aimé aussi. Bah ouais, en vrai, c'est trop cool. Après, voilà, s'il y a des gens qui veulent se lancer en thèse, moi, on m'a donné des conseils au début que j'ai jamais écoutés. On m'a toujours dit, ça va être long, tu vas avoir des moments horribles, parce qu'en fait, c'est très solitaire hein, quand même de faire de la recherche, t'es dans ton sujet, quoi. Et en fait, les gens autour de toi comprennent pas pourquoi tu passes 15 heures derrière un ordinateur pour trouver un truc. Ouais. Et moi, tout le monde m'avait dit, tu vas voir, il y a vraiment des hauts et des bas, et il y a des périodes de vide. Et en fait, je pense que c'est vraiment ça, la recherche, c'est que tu as des périodes de motivation où moi, je vais faire du 8h, 23h pendant 3 semaines. Et après, j'ai un neurone qui tourne, et je pense que tous les chercheurs sont un peu comme ça, et on est très stimulés par le fait de lire beaucoup et de toujours en apprendre plus en essayant de tout savoir, ce qui est totalement impossible, hein, personne n'a la science infuse. Et surtout pas moi. Mais voilà, c'est pour ça, quand il y a des gens qui disent oui, mais c'est une étude scientifique qui a dit ça, moi, ça fait 40 ans que j'ai des chiens et la hiérarchie, ça existe. Franchement, ça m'énerve parce que je me dis, le chercheur qui a fait la recherche, il a mis tellement d'énergie là-dedans que c'est injuste pour lui qu'un mec lambda qui a certes une expérience de terrain, mais c'est son expérience personnelle, en fait. Et, avec son interprétation et ça. Ce qu'il y met. Et nous, dans la recherche, justement, ce qu'on essaye de faire, c'est de transmettre des données qui sont généralisables à tout le monde, quoi. Et c'est pas, oui, moi, Jean-Michel, mon chat, adore boire dans la douche. Tous les chats aiment boire dans la douche et personne ne boit dans sa gamelle. Enfin, voilà. Pour moi, la recherche, ça permet aussi ça. Et c'est un truc que j'adore, et c'est pour ça que j'adore le transmettre aussi. C'est tout ce truc un peu obsédant nous, on a accès à une espèce de connaissance de façon obsessionnelle qui n'intéresse pas tout le monde, et on peut transmettre cette connaissance à des gens qui ont la flemme, parce que c'est normal de lire de la recherche, quoi. Ouais. Oui, il y a un truc que je trouve cool aussi là-dedans, c'est que ça t'oblige souvent à faire un pas de côté, parce qu'il faut justement tout lire, il faut aller chercher de l'info, et tu peux pas te focaliser que sur un courant de pensée. Tu es obligé de voir large et vraiment de balayer tout ce qu'il y a autour pour aller faire tes recherches et en déduire ton propre avis, en tout cas ce qui ressort de tout ça. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant aussi, parce que je pense que ça te met aussi cette posture dans la vie générale de faire ce pas de côté pour chercher, tu vois ce que je veux dire ? Et pas de prendre un truc tout cuit qui tombe... Ah mais totalement, hein. Et moi je me rappelle l'histoire des signaux d'apaisement, donc qui ont été validés en 2017 pour certains signaux d'apaisement, en tout cas en interspécifique. Moi ça m'avait mis une énorme gifle de découvrir justement les signaux de stress, à quoi ça sert, etc. Parce qu'en fait j'avais jamais pris le temps. Et là depuis que j'ai Bocuse, donc j'ai un chien qui communique très très bien avec les chiens, mais pas très fort avec les humains. Ça m'a bouleversé ma lecture du comportement entre chiens, et du coup ça m'a amené à beaucoup lire sur justement la communication intraspécifique, et ouais, toujours en apprendre plus. Et c'est vraiment ce truc de ok, il y a ce que je vois dans ma vraie vie et il y a ce qui va être généralisable, et ça c'est hyper intéressant, et ça te permet de voir aussi ta propre vie d'une autre façon. Et moi, franchement, je suis très contente d'être passionnée de chiens et d'avoir un chien et d'être dans la recherche, parce que du coup, j'ai l'impression d'en apprendre tous les jours, et même si la recherche sur le comportement canin me manque encore grandement, moi, ça m'a vraiment appris à comprendre mon chien et à comprendre les chiens et les interactions, par exemple, ce qu'il peut y avoir dehors. Enfin, je pense que si j'avais pas fait ces études-là, j'aurais pas pu protéger Bocuse de plein de situations comme j'ai pu le faire, et plein de situations dans lesquelles j'avais laissé Elliot avant, et où j'ai appris qu'on ne met jamais un chien en immersion, par exemple. Mais voilà.
Du coup, ça me fait embrayer sur tes 4 ans et demi de thèse que tu viens de passer et de terminer. Est-ce que tu peux rappeler peut-être qu'est-ce que c'est une thèse, comment on se lance là-dedans, de quoi on vit quand on est en train de faire sa thèse, en train de l'écrire, et qu'est-ce qu'on devient après sa thèse? Alcoolique et dépressif. Voilà, le devenir va être assez drôle. Mais non, du coup, je vais parler de mon expérience personnelle parce que j'ai pris quand même un chemin qui est assez spécifique. Donc, il faut savoir qu'en gros, dans une thèse, tu peux être soit financé publiquement, soit de façon privée. Moi, j'ai eu la chance d'avoir accès au privé. La chance et la malchance, parce que le public a aussi beaucoup de bénéfices, mais le salaire est quand même extrêmement différent dans le privé. Donc moi, j'ai eu quand même beaucoup de chance parce que j'ai pu vivre très bien pendant ma thèse. Mais du coup, quand tu fais une thèse, déjà, le but, c'est quand même de choisir un sujet qui va t'intéresser pendant au moins 3 ans dans ta vie. Donc, faut bien le choisir, même si on peut tous faire des modifications en chemin, faut quand même un sujet qui nous motive. Après, il y a aussi des gens qui choisissent des sujets qui sont déjà proposés. Mais voilà, pour moi, ça, c'était hors de question, parce que je suis quelqu'un, si je suis pas intéressée, je suis pas motivée. Du coup, tu fais ça. Après, tu cherches un ou une directrice de recherche dans ton domaine, ou plus éloigné, si tu ne trouves pas spécifiquement dans ton domaine, parce que voilà, la thèse, parfois, c'est quand même des sujets assez farfelus. Ouais. Et après, tu cherches un financement. Donc là, soit tu fais des concours, tu es à la fac, tu es financé publiquement, et tu peux donner des cours ou pas. C'est pas obligatoire, mais tu es moins payé, du coup, si tu n'as pas de cours. Et tu peux avoir un financement privé. Et donc, il y a un truc qui s'appelle la convention CIFRE, où il y a une partie qui est remboursée par l'État à l'entreprise. Donc, ce qui est quand même très avantageux pour l'entreprise et ce qui permet d'avoir un bon salaire. Et à partir de là, faut se motiver tout seul. Et pas perdre le fil. Enfin voilà, après, moi, j'ai pris la décision d'être dans 2 facs et une entreprise et de n'aller que rarement dans les 3. Du coup, j'avais pas vraiment de point d'attache et c'était moi qui me motivais toute seule tous les jours. Après, comme en fait les gens en télétravail, on a découvert ça avec le confinement, mais en fait les gens en télétravail sont juste des gens de thèse au final. Et voilà, et en fait moi je dis surtout, faut pas se démotiver. Et mon directeur, il m'a dit quelques jours avant ma soutenance, où j'ai l'impression d'avoir fait de la merde, clairement, pour ma thèse. J'étais tellement déçue de moi. Et il m'a dit, une bonne thèse, c'est une thèse rendue. Et il faut vraiment se dire ça, qu'il faut pas le lâcher, parce qu'en fait, c'est hyper tentant. À un moment, quand on est totalement surmené, qu'on doit écrire des articles, qu'on doit rendre sa thèse, préparer sa soutenance et faire tous les à côté pour préparer le futur, de se dire ouais, mais ok, en fait, j'en ai marre. Mais il y a quand même le titre de docteur à la clé. Alors, moi, j'arrive toujours pas à réaliser, mais quand même, c'est un truc de dingue. Enfin, on n'est pas énormément à être docteur. Et surtout, moi, ce titre-là me fait me dire, j'ai pas fait ça pour rien. Et j'ai un truc qui acte que pendant 4 ans et demi, je travaille sur un sujet et que j'en suis experte alors au stade où j'en suis maintenant. C'est-à-dire que dans 2 ans, je me trouverai toujours pas la plus experte sur le sujet. Mais en tout cas, c'est un sujet que je connais bien, sur lequel je peux donner des conseils. Et la pré-thèse, du coup, il y a plusieurs possibilités. Donc, on peut continuer dans l'universitaire. Donc, il y a enseignant-chercheur, chercheur rattaché, etc. Et il y a aussi, du coup, du privé, où on peut rentrer, par exemple, en tant qu'éthologue, dans une grosse boîte qui a besoin d'un éthologue pour faire des tests, pour savoir quelles croquettes les chiens préfèrent, par exemple. Ouais. Il y a aussi du consulting. Et voilà. Et en fait, il y a aussi... il y a aussi le chômage. En attendant. Non, mais en vrai, franchement, pour moi, c'est comme quand tu sors de Bac+5 et tu te dis « Ah, je vais trouver un travail direct et tout ». Moi, en psycho, je peux le dire aux futurs psychologues, vous allez galérer à trouver un travail. Pas parce qu'on a fait on a Bac+5 ou Bac+8 que la vie est facile. Et je trouve encore plus quand on est sur des sujets un peu farfelus comme le chien, où, pour le coup, la profession de comportementaliste n'est toujours pas reconnue. Et du canin non plus. Et du coup, nous, docteurs en éthologie spécialisés dans le chien, le milieu universitaire, ils sont un peu en mode ouais, on va vous mettre dans le bâtiment de psycho, neuropsy, voilà, parce qu'on n'a pas encore notre place. Mais voilà, vous découragerez pas à faire une thèse si vous avez commencé à aller jusqu'au bout. C'est ce que j'ai à dire. Non, mais c'est intéressant. C'est vrai que tu soulèves un point qui est intéressant, c'est le fait que
le monde du chien n'a pas encore une place très significative dans le monde universitaire, aujourd'hui en France en tout cas, et ce qui n'est pas le cas partout ailleurs. Il y a des pays où on peut vraiment faire un gros cursus universitaire dans le monde canin et dans le comportement canin. Je trouve ça génial, mais en France, on n'est pas encore là. Et donc, c'est cool, tu vois, qu'il y ait des gens comme toi qui vont faire des trucs et qui, potentiellement, un jour, feront changer ce milieu-là aussi. Mais ouais, ce serait bien. Enfin, là, moi, quand je regardais ce que j'allais faire après la thèse, à un moment, je me suis dit, je vais partir, en fait, parce que dans les autres pays, tu peux être payé pour faire de la recherche que sur le chien et rien d'autre. Et je trouve ça trop cool. Et en même temps, je me dis, oui, si on part tous, il y aura plus personne pour lancer le truc. Après, franchement, lancer le truc... c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, surtout en tant que jeune chercheur. Enfin, j'ai pas encore l'expertise, etc. Et il faudrait des gens qui sont motivés à diriger un labo spécialisé sur le chien. Mais du coup, c'est assez fascinant parce qu'en ce moment, je vais à pas mal de confs sur le bien-être des animaux d'élevage. Et le bien-être des animaux d'élevage, donc il y a du milieu universitaire, il y a du milieu privé, il y a des centres qui sont vraiment spécialisés sur le bien-être des animaux d'élevage. Et tu te dis quand même, il n'y a rien pour les chiens de compagnie, quoi, les chiens et les chats. Alors qu'en fait, je ne sais pas quels sont les chiffres du nombre de chiens en France, mais c'est quand même assez important. On a beaucoup d'abandons, on a beaucoup de gens qui prennent des chiens alors qu'ils sont pas le temps. On a beaucoup de morsures. Faut pas se leurrer, on a quand même beaucoup de chiens qui finissent par mordre. C'est pas forcément de leur faute d'ailleurs. Et en fait, on n'a pas un centre de recherche comme ça qui serait vraiment spécialisé sur le chien avec des chercheurs, mais aussi... moi, je trouve que les comportementalistes, en méthode bienveillante, bien évidemment, ont beaucoup à apporter à la recherche parce que justement, nous, ils peuvent nous donner des indications sur faire de la recherche sur quoi. Parce que quand on n'est pas sur le terrain, par exemple, on peut pas... Typiquement, ce serait vraiment bien d'avoir du coup des associations entre chercheurs, éthologues spécialisés sur le chien et le chat et des éduques comportementalistes de terrain pour améliorer le bien-être des chiens, surtout, mais aussi pour sécuriser plus les humains et faire en sorte qu'il n'y ait plus, par exemple, un enfant qui se fait arracher le visage dans une maison parce qu'il fait le poney sur le Rottweiler depuis 10 mois, quoi. Pour moi, ça, on aurait besoin d'un appui scientifique pour qu'au niveau du gouvernement aussi, ça fasse bouger les choses, quoi, comme les animaux d'élevage. Ouais. Suivre un peu cette même piste. Mais voilà, il y a tout à faire. Et s'il y a des jeunes chercheurs dans la salle, n'hésitez pas à me contacter. L'appel est passé. C'est cool, mais effectivement, ça serait vraiment important, je crois. Mais c'est dingue de se dire qu'en 2022, ça n'existe pas. Tu vois, qu'il n'y a rien sur les animaux de compagnie, alors pourtant, ils sont plus que jamais intégrés dans nos familles, dans nos vies. Enfin, c'est des membres à part. Il y a un peu, mais moi déjà, je trouve que la recherche qui n'est pas communiquée au grand public, c'est pas la peine, quoi. Ouais. Enfin, vraiment, ça, c'est une position que j'ai. Il y a plein de chercheurs qui me détesteront pour ce que je dis. Mais pour moi, la recherche doit permettre de faire avancer le terrain et du coup, doit être absolument transmise au grand public. Particulièrement quand on s'intéresse aux chiens, quoi. Et l'ANSES a quand même fait un rapport sur les morsures, mais en fait, 3/4 des gens du grand public ne vont pas aller regarder ce que publie l'ANSES parce que l'ANSES, c'est quelque chose d'hyper spécifique et qui intéresse les scientifiques entre eux, quoi. Et je trouve ça bien dommage, et je trouve ça encore plus dommage que, justement, par exemple... on n'ait pas des formations d'éduc canin obligatoires et basées sur ce que nous dit la science, qui éviterait beaucoup de dérives et beaucoup de gens qui vont aller former d'autres gens en 21 jours, prônant d'utiliser les concepts de l'éthologie, alors que pas du tout, quoi. Oui, et puis même dans les formations plus longues et plus certifiées, etc., il n'y a pas forcément... aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation d'actualisation des connaissances véritables. Et je trouve que c'est extrêmement dommage puisque le monde scientifique avance hyper vite. Il y a beaucoup de choses qui sortent chaque année et voilà. Et finalement, la transmission de connaissances, j'ai l'impression qu'elle se fait plus sur les réseaux sociaux, par des médias comme ton podcast ou ton blog, finalement, que véritablement par de la formation, et que c'est très compliqué. Et je trouve ça vraiment dommage
aujourd'hui d'être dans un flou artistique énorme, quoi. Avec des gens qui veulent vraiment bien faire et c'est génial, et des gens qui s'en foutent un peu et qui font avec ce qu'ils ont, quoi. Ah bah oui, et puis moi, les meilleurs éduques que je connais, hein, dont l'éduc de mes chiens, c'est une très bonne éduque parce que elle était en coercitif, elle s'est pris une grosse claque, et maintenant elle actualise régulièrement ses connaissances. Elle va avoir dans plusieurs disciplines du bien-être du chien ce qui se fait, donc elle va avoir des trucs de mind trailing, d'olfaction, etc. Et des trucs, des éthologues, Charlotte Duranton, je sais pas si elle le fait encore, mais moi j'avais fait une formation conférence sur 3 jours avec elle sur éthologie et communication du chien. Et waouh, quoi. Pour moi, n'importe quel éduc devrait suivre cette formation. Ouais. Parce qu'en fait, pendant 3 jours, on a bouffé du scientifique sur le chien, sur des études que même moi, j'avais jamais eu envie d'aller lire parce que c'était trop complexe. Et Charlotte, elle est géniale parce qu'elle te vulgarise ça et elle te le fait rentrer dans le crâne. Et pour moi, tout le monde devrait faire ça, quoi. Et tout le monde devrait actualiser ses connaissances. Mais comme les psys, hein. On a le même problème dans le monde de la psycho, hein, Ouais. avec des gens qui pensent encore des théories qui ont été réfutées et des choses qui ne marchent pas, en fait, parce que humains comme chiens, nous fonctionnons exactement pareil sur tout ce qui est renforcement positif, gestion de l'environnement, etc. Ouais, c'est passionnant. Tu as plein de trucs à couper. Non, c'est trop bien. Non, ça va, je parle pas trop. Non, franchement, c'est top. On reparle un peu de ton podcast, On peut. du coup. Qu'est-ce qu'on trouve sur ton podcast ? Alors... Qu'il faut aller écouter, d'ailleurs. Sur mon podcast, on trouve essentiellement des épisodes de vulgarisation scientifique. Parfois, je me permets quelques petites dérives sur mon expérience personnelle, mais je me permets jamais de commentaires qui n'auraient pas pu être validés scientifiquement parce que je sais que je vais me faire taper sur les doigts, et je vais m'auto-taper sur les doigts d'ailleurs. Mais en gros, sur mon podcast, on va trouver des épisodes sur un thème dans lequel je vais introduire des résultats d'études. Alors parfois, je complexifie un peu le truc et je donne des chiffres, etc. et des références. Et là, j'essaie de faire un peu plus light. Je mets pas les références directement, je les mets à la fin, comme ça, ceux qui sont intéressés vont les lire. Mais du coup, c'est vraiment de la vulgarisation scientifique sur un thème choisi. Et du coup, parfois, on me demande de parler de thème, mais il n'y a pas de recherche dessus, donc je peux pas me permettre d'en parler, quoi. En tout cas, le contenu est déjà dispo et d'une très grande qualité, et on me parle souvent de ton podcast et je valide qu'il est très 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 bien, donc ouais, et du coup j'essaie de prendre des sujets qui intéressent les gens, et du coup mon premier épisode parle quand même de méthode d'éducation. Parce que pour moi c'était vraiment important de remettre les points sur les i, sur justement qu'est-ce qu'a dit la recherche sur par exemple renforcement positif versus punition positive. Et voilà, après je fais un peu mumuse aussi, j'aime bien aller embêter les gens, donc j'ai fait un épisode sur la dominance, un épisode sur l'impuissance acquise, parce qu'il y a plein de gens qui disaient que la dominance existait et que l'impuissance acquise n'existe pas. Et voilà, du coup, j'aime bien faire ça, et j'aime bien me dire que voilà, ce contenu est accessible à des gens qui sont déjà dans des méthodes bienveillantes, mais j'ai aussi des gens qui n'utilisent pas forcément des méthodes bienveillantes et qui se prennent une petite claque scientifique et qui vont potentiellement changer leur regard sur leur chien, leur façon de l'éduquer, leur façon de le considérer aussi. Et voilà. C'est très chouette. Merci. C'est quoi la suite pour toi, en tant que docteur en éthologie ? T'aimerais aller vers quoi ? Moi, j'aimerais faire plein de choses. J'aimerais faire tout en même temps. J'aimerais bien faire un post-doctorat parce que j'aimerais bien finir ma recherche, vu que j'ai pas pu la finir à cause du Covid. Et j'aimerais bien vraiment me spécialiser dans les interactions humain-chien, les interactions tactiles, voir ce que les chiens aiment bien et ce que les chiens n'aiment pas. Parce que pour moi, c'est un grand sujet dans ma vie de tous les jours, de voir des chiens qui se font tripoter alors qu'ils n'aiment pas ça. Et en même temps, je vois bien que moi, mon propre chien, quand je lui fais des gros câlins, il est en kiff, quoi. Donc, c'est de voir, est-ce qu'il y a un truc de connu, inconnu. Bon, évidemment, il y a une part d'individualité, hein. Il y a des chiens qui vont adorer se faire tripoter par tout le monde. Donc voilà, j'aimerais bien faire ça. Pardon, je te coupe. Il y a un truc hyper intéressant, c'est que tu nous as dit au début de cet épisode que ton premier rapport avec des chiens, c'était une morsure. Ouais. Et en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment ce qui conduit tout ton cheminement. Parce que ça touche aux interactions, ça touche au tactile, ça touche à la communication. Ouais. Je trouve ça hyper intéressant. Mais totalement. En plus, t'as travaillé là-dessus ?
Moi, le truc, entre guillemets, drôle, du coup, la grande histoire de quand je me suis fait mordre, qu'avec mon père, on était allé garder la maison de leurs amis, qui avait plein d'animaux qui avaient été maltraités avant. Donc, il y avait des animaux de ferme, mais il y avait aussi une chienne qui avait mis bas chez eux, une chienne qui avait été maltraitée. Et alors, moi, j'ai toujours vécu dans l'éducation du t'emmerdes pas les animaux, et si tu les emmerdes, t'auras les conséquences qui existent, quoi. Donc, évidemment, mes parents me laissaient pas me jeter sur les chiens en attendant que je me fasse mordre. Mais là, il se trouve que cette chienne dormait et que mon père m'avait dit 2500 fois, quand la chienne dort ou mange, tu ne l'approches pas, tu ne la regardes pas, tu ne la calcules pas. Il faut savoir que c'était pas une chienne réactive du tout, juste elle était flippée, quoi, mais elle réagissait pas par l'agressivité. Et évidemment, mini-moi un peu gogol, elle dormait, j'ai voulu m'allonger sur elle. Et je l'ai surprise et elle m'a niaqué. J'ai eu de la chance qu'elle m'ait que niaqué. Mais elle m'a niaqué sur le nez. Du coup, je suis allée voir mon papa en me disant « Papa, et mon père m'a dit « il s'est passé quoi ?» Donc, j'ai essayé de mentir, évidemment. J'ai dû dire la vérité. Et mon père m'a dit « Ouais, mais en fait, non. Enfin, elle t'a juste dit que c'était trop, quoi. » Et pour moi, ce truc de respecter le chien comme un autre animal, d'ailleurs, respecter tous les êtres vivants, c'est pour ça aussi que je suis végétarienne depuis un siècle, mais le truc de on doit le respect aux chiens qui nous donnent, et je pense que les chiens donnent tellement. Enfin, franchement, quand je vois ce que les gens font subir à leurs chiens parfois, mais je me dis, mais dites-nous, mais il est tellement sympa. Moi, Bocuse, ça fait un siècle qu'il m'aurait niaqué, quoi, pour rien, quoi, et il aurait eu bien raison. Et du coup, ouais, vraiment, ce truc d'interagir avec le chien et de pas leur imposer une interaction, c'est vraiment un truc qui me hante, et voilà, et je trouve que ça expose à des situations de dangerosité assez énormes. Et on en voit encore des gens dans la rue qui vont tirer leur chien pour qu'il aille dire bonjour à un enfant, alors que le chien n'a pas du tout envie. Le chien envoie 3000 signaux d'apaisement, mais les chiens sont trop sympas. Et du coup, moi, j'ai un peu envie de dire oui, mais enfin, les chiens sont trop sympas et le jour où ils mordent, on les euthanasie, quoi. Et pour moi, tout passe par des interactions non contraintes. Ouais, pour moi, c'est important de comprendre ce que les chiens aiment et ce qu'ils n'aiment pas, et de respecter ça, quoi. Et du coup, ouais, j'aimerais bien faire des recherches là-dessus. J'aimerais bien aussi continuer dans ce truc de vulgarisation scientifique, mais de façon un peu plus rentable pour moi, parce que c'est bien beau la vulgarisation scientifique, mais ça ne rapporte pas d'argent. Ouais, mais moi, par exemple, ça m'intéresserait vachement de participer à des formations d'éduc. Donc ça, que je le fais un tout petit peu, parce que je me sens pas encore très légitime. Mais aussi, voilà, de faire des formations de particuliers où, ouais, j'apprends en particulier. Alors, c'est ce qu'il y a dans le podcast, mais de façon plus détaillée, parce que clairement, moi, quand je donne des cours sur le bien-être du chien, je passe 2 heures. Voilà, d'apprendre en particulier. Un chien, ça a besoin de ça, ça communique comme ça. Les recherches ont dit ça. Je pense que ça empêcherait beaucoup de morsures, mais aussi de chiens qui se retrouvent au refuge parce qu'ils détruisent toute une baraque juste parce que ils ont pas leurs besoins comblés. Enfin, voilà, il y a une étude qui est non publiée, qui est sur le reniflage chez les chiens, et qui montre que un chien qui renifle, ça abaisse son rythme cardiaque, donc ça lui fait du bien. Qu'on a les mêmes effets avec une longe de 5 mètres qu'en libre. Et je me dis, mais tout le monde devrait savoir ça, quoi. Et c'est tellement important. Et pareil, tout ce qui est masticatoire. Enfin, moi, j'ai découvert le masticatoire avec Bocuse. J'ai eu Elliot pendant 11 ans. Jamais de ma vie, je me suis dit, je vais lui acheter un sabot de veau. Et Bocuse, c'est quand il nous a détruit la baraque et les chaussures de mon ex. On était un peu en mode, mais on comprend pas, etc. Pourtant, on le promène. Alors ouais, super, on le promenait dans le milieu urbain, alors que c'est un chien qui a besoin clairement d'être lâché 2 heures au moins une fois tous les 2 jours en forêt. Et en fait, c'est mon éduc qui m'a dit non mais ton chien, en fait, il faut qu'il laisse que ce besoin masticatoire soit dépensé dans autre chose. Et ouais, j'ai découvert ça comme ça, et j'aimerais trop continuer de faire de la recherche justement qui peut être appliquée typiquement sur les besoins masticatoires. Tout à fait, il y a presque aucune recherche là-dessus. Il y a une recherche sur les chiens de laboratoire, d'expérimentation, qui montrent que ça améliore leur bien-être. Mais on n'a pas d'études, par exemple, sur les chiens de compagnie. Alors que c'est super important, et on commence tout juste à savoir que ouais, un chien qui reste pendre tout seul pendant 8 heures, il s'emmerde un peu, et il va bouffer des trucs, quoi. Ouais. Mais voilà, du coup, j'aimerais bien un peu faire de la recherche et
Et continuer à transmettre tout ça parce que je trouve ça hyper intéressant et Mini Alice de 17 ans aurait beaucoup apprécié ça et ne pas faire autant de conneries avec Elliot. Et je pense qu'Elliot a été un chien très sympa. Ok. On va passer maintenant à la partie conseils. Je voulais revenir un peu sur le sujet des études scientifiques parce que c'est à mon sens important et intéressant. Où est-ce qu'on trouve des études scientifiques et comment on doit lire une étude scientifique? Est-ce que ça se lit comme n'importe quel livre? Alors, pour des études scientifiques, moi, le truc où je cherche mes études, c'est Google Scholar. Google Scholar, c'est accessible à tout le monde et la plupart des articles sont gratuits. Donc, c'est très pratique. Et en plus, Google Scholar, en fait, vous permet d'avoir accès à des sites que nous, on a entre chercheurs où il faut être affilié à une fac pour rentrer dessus. Et Google Scholar, en fait, je ne sais pas comment ils font, mais ils passent outre ça et du coup, on peut avoir les PDF. Donc voilà, c'est très intéressant. Quand on cherche une recherche, il faut avoir des mots-clés en anglais, hein, parce que voilà, la recherche, c'est majoritairement en anglais. Moi, ce que je conseille aux gens, s'ils veulent commencer à lire des recherches, c'est avant de lire une recherche en entier, de lire le résumé et de voir est-ce que ça va nous intéresser ou pas. Ouais. Parce qu'une recherche, c'est minimum 7 pages à peu près. Donc voilà, je vous conseille vraiment de lire le résumé, de lire l'introduction surtout, parce que ça va vous apporter beaucoup de connaissances d'un coup, vu que c'est des gens qui vont avoir lu d'autres articles avant et qui vont transmettre ce qu'ils ont trouvé dedans. Et de lire la discussion et la conclusion, en prenant en compte que, en tant que chercheur, c'est rare qu'on dise « j'ai trouvé la réponse à cette question ». On va quand même vachement pondérer ça, et je pense que toute personne qui lit un article doit pondérer ce qu'elle lit et se dire ok, à quel point ça correspond à ce que j'ai déjà entendu sur le sujet, aux autres recherches. Je conseille aussi aux gens, si vous lisez l'anglais, il y a des sites de vulgarisation scientifique en anglais qui sont très accessibles, qui sont écrits par des chercheurs d'une grande qualité sur le chien. Alors, j'en ai évidemment pas qui viennent à mes 2 neurones, mais ça peut être aussi un moyen avant de commencer à lire des recherches directement. Ouais. Et aussi... On va sur quoi là pour ça ? En français, il y a The Conversation, mais il y a peu de trucs sur les chiens. Mais en anglais, souvent, tu prends... par exemple, Bradshaw, qui est super connu. Sur le chien, tu tapes son nom dans Google. Et souvent, tu as tous les articles de vulga scientifique qu'il a fait. Alors là, par exemple, très drôle, Bradshaw a parlé de dominance pendant tout un temps. Donc tout ce qui est avant 2014, faut passer outre. Et remplacer le mot dominant chez lui par agressif en général. C'est un peu ça qu'il entendait. Mais voilà, après, je trouve quand même que le milieu scientifique, c'est un milieu hyper particulier. Et il y a des gens qui arrivent à rentrer dans ce milieu et à lire des recherches scientifiques et d'en sortir des choses bien. Mais j'ai quand même beaucoup de gens qui vont venir me citer un extrait d'une recherche qui a dit ça et me dire oui, non, là, on a dit que la dominance, ça existait, etc. Et ça m'énerve parce qu'en fait, justement, la recherche, c'est pas ça, c'est pas une recherche. C'est tout ce qu'il y a avant, tout ce qu'il y a après. Et le but de la recherche aussi, je veux dire, des recherches faites par des hommes pour prouver que la dominance existe. Oui, ok. Mais il y a d'autres recherches aussi qui montrent que non. Donc voilà, je pense qu'il faut... Quand on rentre dans le monde scientifique, il faut toujours avoir du recul. Et je pense que c'est ce qui peut manquer parfois à certains vieux scientifiques qui vont être comme les vieux éducs qui ont 40 ans d'expérience et qui pensent connaître leur sujet en long, en large, en travers et qui ne vont pas aller lire les études qui sont sorties après 2020, quoi. Qui vont pas faire le pas de côté c'est ça. Nécessaire à... Et prendre ce recul et se dire, ok, ça fait 40 ans que je pense ça, mais en fait, peut-être que ça a été un peu actualisé maintenant. Ce qui est aussi dur et entendable, que c'est pas évident non plus de se dire, waouh, je viens de passer 30 ou 40 ans à faire ça. Ah oui, non, mais totalement. Après, comme je dis souvent, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Par exemple, quand on voit certains éducs qui sont capables de dire que la friandise, ça sert à rien et que les signaux d'apaisement, ça n'existe pas, moi, je trouve ça assez choquant chez des gens qui forment d'autres gens, qui ont 10 clients par jour, qui sont hyper médiatisés, qui peuvent faire des conférences devant 300 personnes avec un chien réactif en plein milieu. Moi, je trouve ça hallucinant que ces gens ne se disent pas une seconde. Peut-être que s'il y a des gens qui disent que
la dominance inter, c'est pas ça en fait. La dominance intra non plus, c'est pas ça. Que les chiens communiquent leur stress par le comportement, que ces gens-là se disent pas ah bah ouais, peut-être que j'avais tort. Et je pense que on a tous fait ce pas de côté. Enfin, il y a quand même peu de gens qui sont nés en positif et qui se sont dit, qui de A à Z ont fait bien avec leur chien, quoi. On a tous fait des conneries et franchement, on continue tous d'en faire. Et voilà, pour moi, ce qui est important, c'est la remise en question, particulièrement quand tu t'adresses à plein de gens. Ouais. Nous sommes toutes les deux bien placées pour le savoir. Nous sommes toutes les deux très bien placées. Mais tu vois, par exemple, moi, je trouve ça hallucinant. Il y a plein de pays où les colliers étrangleurs, torcatus, électriques, semi-étrangleurs sont interdits, mais pas nous, quoi. Et il y a encore des éduques qui vont me dire « Venez au premier cours avec un collier étrangleur sur votre chiot de 3 mois. » Et ouais, pour moi, ça, c'est pas possible, quoi. Et c'est vraiment des gens qui devraient se former ou se reformer. Et je sais que c'est difficile parce que c'est difficile de se remettre en question. Enfin, c'est comme l'éduc chez les enfants. Oui, la fessée, c'est pas bien. et on s'en rend compte maintenant. Je pense que c'est difficile pour des parents qui ont mis des fessées à leur gamin de se dire j'ai violenté physiquement mon enfant. Alors, ok, c'est pas l'enfermer dans une cave et le rouer de coups, mais c'est comme le chien. Les gens qui me disent mettre un petit coup de pied à son chien, c'est pas grave. Dans ces cas-là, il a le droit de nous mordre, en fait. Enfin, voilà, si chacun on communique par la violence, on n'est pas sorti, quoi. Mais voilà, je divague beaucoup, là. Non. Parce que c'est des sujets qui me hantent. Ouais. Qu'est-ce que ça a changé à ta vie d'avoir un chien, enfin à toi? Et qu'est-ce qui t'apporte au quotidien? Je pense que c'est cliché, mais ça a tout changé dans ma vie. Vraiment, je pense que ça m'a fait grandir très vite, d'avoir la responsabilité. Alors, évidemment, j'avais mon papa derrière qui s'en occupait quand je prenais trop de temps à l'apéro et que ça faisait 8 heures que mon chien attendait pour pouvoir pisser. Mais du coup, ça m'a vachement responsabilisée sur s'occuper d'un autre être vivant et l'accompagner dans plein de choses, être rapidement confrontée aux maladies aussi et à la mort, entre autres. Et je pense que ça m'a fait grandir assez vite là-dessus. Et ça m'a rendue très empathique pour les autres chiens, mais aussi en fait pour tous les êtres qui peuvent pas vraiment se défendre. Et je pense que si j'ai fait psycho, c'était pas pour rien non plus. Et là, actuellement, je pense que cette thèse, j'aurais pas survécu sans chien. Honnêtement, de toute la solitude que ça peut emmener, de toute la dépression aussi. Et en fait, moi, je pense qu'il m'a fait survivre, c'était de devoir promener mon chien, de devoir faire des trucs et d'avoir un être qui est là et qui est content de te voir alors que t'es juste un déchet chez toi et que t'es pas bien, quoi. Et voilà, et je pense qu'actuellement, Bocuse, c'est un rythme dans ma vie. Je pense Bocuse avant de penser vie. C'est un rythme dans mes journées de travail. Enfin voilà, par exemple, moi, je veux être à mon compte parce que je veux un jour sur deux emmener mon chien en forêt. Et c'est pas négociable parce que je sais que sinon Bocuse il sera pas bien. Et toi non plus. Et moi non plus, parce que du coup ça me fait aussi sortir. Et je pense que quand on habite en ville, on se rend pas compte à quel point on manque de balades en forêt. Et quand on y est, franchement c'est génial. Et le chien, c'est vraiment une bonne excuse pour ça. Ça m'a permis aussi de rencontrer plein de gens que j'aurais jamais rencontrés sans avoir de chien. Donc c'est cool. Ah oui, et Bocuse, j'apprends beaucoup avec lui parce que du coup, j'ai eu Elliot qui était trop gentil. Et je dirais pas que j'ai peu appris, mais bon, j'ai appris la base de la base, quoi. Bocuse, j'ai vraiment appris ce que ça faisait d'avoir un chien errant qui est entré dans ta vie, qui avait appris à vivre sans toi, donc qui n'a pas l'impression d'avoir besoin de toi, d'avoir un chien qui a des besoins assez forts, qui a du staff, donc qui dans le jeu peut être un peu brusque et me prendre à la gorge parfois et de lui apprendre à gérer ses émotions et du coup moi d'apprendre à gérer mes émotions. Bocuse, il m'a appris la phase de régression où t'as juste l'impression que ton chien est en train de te péter dans les doigts et qu'en fait tout ce que t'as fait ça sert à rien. Ouais, et d'apprendre moi-même à mieux gérer mes émotions, ma nervosité, tout ça. Enfin, je suis quelqu'un d'extrêmement angoissé, très nerveux. Et en fait, quand t'as un chien au bout de la laisse qui peut péter, tu peux pas te permettre d'être angoissé et nerveux. Et voilà, donc Bocuse m'apprend beaucoup tous les jours et je suis vraiment trop contente d'avoir eu ce coup de tête pour ce petit chien, enfin ce gros chien. Zizi. Mon zizi.
Est-ce qu'il y a des ressources que tu aimerais partager à nos auditeurs? Alors, en podcast, je pense que vous avez mes 2 podcasts préférés réunis. Donc voilà. Moi, surtout sur des bouquins, parce que moi, c'est un peu ma vie. Et je sais que tout le monde cite le bouquin de ma copine Charlotte Duranton. Mais vraiment, si vous ne l'avez pas acheté, si vous vivez avec Jean-Kévin qui croit encore à la dominance, mais achetez-lui ce bouquin, quoi. Franchement, c'est un bouquin de vulga scientifique, mais d'une qualité excellente et qui est vraiment que tout le monde peut lire. Il y a le bouquin dans lequel j'ai écrit, il s'appelle Comportement et bien-être du chien, supervisé par Sarah et Thierry, où voilà, il y a pas mal de gens qui ont écrit dedans, dont Charlotte Duranton, encore une fois. Donc, qui est très bien. Qui est très bien, merci beaucoup. Et après, non, il y a un bouquin que j'aime bien, c'est Dans la peau d'un chien, d'Horowitz, qui est éthologue, et qui est un bouquin hyper accessible, et qui parle pas d'éducation, qui parle juste de comment ça fonctionne un chien. Et waouh, moi vraiment, j'adore ce genre de bouquin. Et après, il y a plein de bouquins en anglais. Il y a Don't Shoot the Dog qui a été traduit. De Karen Prior. Ouais, de Karen Prior, qui est une chercheuse. Mais voilà, et après, non, moi, surtout des conseils que j'ai à donner aux gens. C'est ne pensez pas tout ce qu'on dit sur Internet. Ne faites pas trop confiance. Ça donne envie. Hein. Il y a des gens qui savent vous donner une image pour leur faire confiance. Mais voilà, il n'y a pas une méthode pour chaque chien. La seule méthode qui marche pour chaque chien, c'est la méthode bienveillante qui va être adaptée. Mais on ne peut pas apprendre en quelques jours, en 21 jours très exactement, comment éduquer tous les chiens. C'est des investissements qui ne vous servent à rien. Franchement, avant de croire tout ce qu'on vous dit sur Internet, faites-vous accompagner par un éduc en vraie méthode bienveillante, pas les tradis bonbons, etc. Et vraiment quelqu'un qui va vous dire « Ok, ben, ton chien, il a besoin de ça, il fonctionne comme ça, regarde comment il se comporte là, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Et là, il va falloir que tu t'adaptes, etc. » Et pas quelqu'un qui va venir dresser votre chien ou le dresser à votre place même. Où est-ce qu'on redirige les auditeurs qui souhaiteraient suivre ton travail ? Alors, vous pouvez aller lire mes recherches, si ça vous passionne, la médiation animale et le bien-être du chien. Enfin voilà, c'est des recherches, je pense, qui sont accessibles gratuitement. Ma thèse, un jour aussi, va sortir quelque part. On attend. Et voilà, sinon, mon podcast Dans la tête des chiens, mon blog comportementcanin.blog, puisque je ne changerai jamais le nom, parce que j'ai payé, donc je garde. J'ai laissé quelques articles que j'avais écrits il y a longtemps. Donc c'est un peu plus complet. Et en vrai, ma page Facebook, si vous êtes encore sur Facebook, et mon groupe lié au podcast, mais je pense que Facebook est en train de décéder. Et mon Instagram, je le prends un peu moins au sérieux. Voilà, vous allez principalement avoir des photos de Bocuse et Marie-France en train de se faire des bisous. Marie-France n'est pas un humain, c'est un chat. Et des mèmes un peu débiles où j'essaie de reprendre des concepts intelligents de façon un peu Google, parce que je pense qu'il faut un peu se détendre dans le milieu de l'éducation aussi. Et voilà. Parfait. Merci beaucoup, Alice. Merci, Claire. C'était bien intéressant. Et puis, à bientôt pour de nouvelles aventures. Bah ouais, une prochaine balade. Allez, salut, merci beaucoup. Salut. Merci beaucoup de vous être rejoint à ma conversation avec Alice et de l'avoir écoutée jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu, et si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant @danslatetedeschiens.podcast et @lanicheaventure. Pour enrichir votre écoute, ne rien rater des prochaines sorties et pourquoi pas vous faire accompagner dans l'éducation de votre chien, n'hésitez pas à visiter mon site, à vous abonner à la newsletter et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine!